Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce moment. Voilà, même si à la base nos univers sont peut-être très éloignés, il y a aussi beaucoup de choses qui nous rejoignent. Et puis c'est toujours aussi pour moi c'est inspirant d'aller rencontrer de nouvelles personnes, voilà, dans mon monde. Alors moi j'ai eu l'occasion de commencer la musique parce que j'ai découvert la musique dans le cadre familial. Et pour moi c'est important de le rappeler parce que j'ai eu cette chance. Même si j'en ai en effet, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans un territoire où c'était pas forcément très aisé dans un premier temps de pouvoir aller voir des concerts de musique symphonique, de pouvoir suivre un parcours musical. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la musique dans le cadre familial. Donc c'était quelque chose d'important pour moi d'avoir eu des parents voilà, qui m'ont accompagnée. Et c'est vrai que c'est naturellement le fait d'écouter à la maison des symphonies de Mozart, de Beethoven, des opéras. J'ai voulu en faire, j'ai voulu pratiquer la musique. Et donc mes parents m'ont inscrit avec ma sœur, qui est ma sœur jumelle, qui s'appelle Fetouma. Ils ont voulu nous inscrire au conservatoire de Pantin, donc ils ont été nous inscrire. Et puis au secrétariat, on a dit à ma mère que finalement il ne restait plus qu'une seule place. Alors, plutôt que de choisir entre ma sœur ou moi, ma mère, elle a inscrit notre petit frère. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, qu'a commencé un petit peu ma rencontre avec la musique. C'est que déjà, là, on me disait que c'était pas possible. Alors, du coup, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, enfin, en tout cas, ma mère, qui était qui est une femme toujours très persévérante, très engagée à nos côtés, donc qui, en fait, allait assister au cours de notre petit frère, qui prenait des notes. Et ensuite, à la maison, elle nous restituait ce qu'elle avait appris dans le cours. Donc, voilà, les premières notions de musique, je les ai apprises de ma mère. Et en fait, elle avait un cours d'avance sur nous. Et voilà, c'est ce qui nous a permis, en cours de route, de pouvoir intégrer le conservatoire, puisqu'il y a eu des places qui se sont libérées par la suite. Et puis, voilà, ça a été une belle découverte de pouvoir pratiquer un instrument. Moi, j'étais passionnée par la guitare dans un premier temps, donc j'ai commencé par la guitare classique, mais assez rapidement, j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir jouer dans un orchestre, puisqu'il n'y a pas de guitare classique dans les orchestres symphoniques. Donc j'ai continué à pratiquer la guitare, mais surtout j'ai fait un deuxième instrument qui est l'alto, et qui a un rôle assez central dans l'orchestre symphonique, puisque voilà, c'est au milieu de tous les instruments, entre les sons graves, les sons aigus. Donc voilà, donc ça a été pour moi une vraie découverte. Et les altistes sont placés devant l'orchestre, donc en même temps que je découvrais toutes ces familles d'instruments, tous ces instruments, tout ce mécanisme et ces complicités qui se créent entre les différents instruments, j'ai surtout découvert le métier de chef d'orchestre. Et pour moi, ça a été une révélation. Et quand voilà, j'ai été passionnée par ce que le chef d'orchestre nous disait, donc je voulais mieux comprendre. Donc j'ai emprunté les partitions à la bibliothèque. On appelle ça des conducteurs d'orchestre, où il y a toutes les parties de tous les instruments, pour pouvoir mieux comprendre ce que le chef d'orchestre nous disait. Et puis parfois, je trouvais que c'était intéressant. Parfois, j'avais un avis différent. Donc j'ai commencé à m'intéresser au métier de chef d'orchestre en empruntant des partitions, en regardant des documentaires, en allant voir des concerts avec mes parents qui étaient toujours très actifs à nos côtés et qui nous emmenaient voir des concerts beaucoup à l'Opéra, à la salle Pleyel à Paris. Et donc déjà, je ne comprenais pas quand j'étais jeune pourquoi il n'y avait pas de beaux concerts dans la salle où j'habitais et pourquoi on était toujours obligé d'aller à Paris. Et quand j'ai commencé en même temps à parler autour de moi à mes professeurs en disant ça y est, je sais ce que je veux faire, je veux être chef d'orchestre, on me dit ouh là là Zaya, n'y pense même pas, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur tes études d'instrument, mais c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, donc voilà. Donc mes parents n'étant pas musiciens, moi je n'avais aucun repère dans ce milieu-là, donc j'avais à peu près 14-15 ans à cette époque-là. Et c'est vrai qu'en regardant les documentaires, j'ai commencé à me dire, bah oui, c'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas tort, parce que quand je vois les chefs d'orchestre, je vois plutôt des hommes assez âgés. Voir une femme, je n'en voyais pas. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Et malgré tout, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où les femmes ont quand même une place forte. Ma grand-mère, elle a été résistante en Algérie. Ma mère a fait partie des premiers fonctionnaires algériens qui ont construit l'Algérie après l'indépendance, donc avec des femmes qui ont quand même beaucoup de caractère et de persévérance et de force. Et je me suis dit, si ma grand-mère, elle a vécu la guerre, moi je risque pas ma vie, en tout cas en essayant d'être chef d'orchestre, donc je vais quand même essayer de m'accrocher à cette idée. Et j'ai continué à aller me renseigner, puis à aller assister à des cours publics que donnait le maestro Sergiu Celibidache, qui à l'époque était une des plus grandes figures de la direction d'orchestre du XXe siècle. Et il m'a repéré, et puis son assistant m'a fait passer des tests, et il m'a dit, tiens, tu vas aller rencontrer le maître.
Et quand je me suis présentée devant le maître, déjà c'était quelque chose de très impressionnant. J'ai même failli pas y aller tellement c'était difficile parce qu'on nous avait donné la 9e symphonie de Bruckner à travailler, qui est une des œuvres les plus complexes à diriger. Et donc voilà, j'étais prête à ne pas y aller. Et puis ma sœur, elle me dit non, non, mais t'es folle, faut y aller, faut y aller. Bref, j'y suis allée. Et là, Sergiu Celibidache me dit, me voit diriger. Il me dit, mais qui t'a appris à diriger comme ça? Moi, je pensais que c'était mauvais ce que je venais de faire. Et au contraire, il m'a dit, bah écoute, t'es vraiment douée pour ça. Mais par contre, je te préviens, les femmes, elles manquent beaucoup de persévérance. Et de toute façon, elles n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. Alors bon, moi, j'avais 16 ans. J'étais assez... voilà, très intimidée évidemment, mais en même temps, voilà, avec ce côté un petit peu, malgré tout, fier et digne que j'avais pu avoir dans mon éducation, le fait de grandir aussi en banlieue où souvent on nous renvoie des images qui ne sont pas forcément toujours très positives. Donc j'avais envie, je me suis dit au fond de moi, je vais lui montrer qu'au contraire c'est faux et que je m'accroche et que cette combativité que j'ai toujours eue, je vais lui démontrer encore plus. Et donc j'ai eu la chance, donc je me suis accrochée, j'ai étudié avec lui pendant quasiment 2 ans. Et alors voilà, évidemment que c'était des remarques qui étaient assez déplacées, mais en même temps, bon, il a voulu aussi m'alerter sur la difficulté de ce chemin qui m'attendait. Et assez rapidement, j'ai pu le rencontrer, la difficulté de ce chemin, puisque quand je me suis retrouvée entre 18 et 20 ans, après cette belle expérience, c'était une personne qui était déjà très âgée, donc voilà, malheureusement, il nous avait quittés à ce moment-là. Et je me suis retrouvée riche de cette expérience-là, mais en même temps sans expérience, puisqu'un chef d'orchestre, c'est comme en entreprise, on apprend à manager les équipes. Au début, voilà, il y a des fois on fait des erreurs. C'est une expérience qui rentre. En orchestre, c'est exactement la même chose. La qualité d'un chef d'orchestre, on l'évalue à sa capacité à pouvoir bien faire les répétitions, à pouvoir encadrer ses musiciens, leur donner envie de se dépasser, leur inspirer une certaine confiance, parfois aussi imposer une certaine autorité parce qu'il faut poser un cadre. Et donc, si vous n'avez pas l'occasion de diriger, vous n'êtes pas un chef d'orchestre, en fait. Et en regardant, je voyais autour de moi qu'en effet, de nouveau, on voyait des profils d'hommes plutôt en deuxième partie de carrière et pas du tout de femmes. Et les quelques femmes que je voyais qui essayaient de diriger, soit dans les articles, on montrait qu'elles n'étaient pas du tout acceptées dans les orchestres. Et donc, et à l'époque, il n'y avait aucune femme qui dirigeait les orchestres nationaux en France. Et donc, je me suis dit, je pense qu'on ne va pas t'appeler Zaya au téléphone, donc essayer de trouver d'autres solutions. Donc je me suis dit, je vais me prendre en main et je vais créer mon propre projet. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer l'Orchestre Symphonique Divertimento. Voilà, à l'époque, j'enseignais dans plusieurs endroits, à Paris, en Seine-Saint-Denis, et j'avais en face de moi des jeunes qui étaient passionnés par la musique symphonique, mais qui avaient des vies qui étaient radicalement différentes. À Paris, qui évoluaient plutôt dans des milieux sociaux un peu plus protégés, un peu plus favorisés, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup de curiosité, ou en tout cas une connaissance du monde au-delà de simplement du quartier dans lequel ils vivaient, de l'arrondissement dans lequel ils vivaient. Et à Stein, des jeunes qui étaient aussi passionnés par la musique, mais qui ne sortaient pas de leur ville, qui ne sortaient pas de leur quartier. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que l'orchestre, ça peut être aussi un lieu de rencontre. Et pour moi, c'était vraiment ça. Et pour moi, ça a été un déclic de me dire, je vais faire de l'univers symphonique un lieu de rencontre. Et donc, ces rencontres-là, elles se sont déclinées de plein de façons différentes. Et forcément, à l'époque, moi j'avais 20 ans, donc ces jeunes, je les ai rassemblés autour d'un projet artistique. Au début, c'était des étudiants, puis petit à petit, certains sont devenus professionnels, d'autres musiciens professionnels se sont associés à mes côtés. Et quand vous êtes en région parisienne, sans réseau, sans moyens, et que vous êtes dans une région où il y a déjà beaucoup d'orchestres nationaux qui viennent se produire, et les meilleurs orchestres du monde qui viennent se produire à Paris, vous qui êtes dans les domaines de l'entreprise, vous le savez, si vous proposez la même chose que votre concurrent en moins bien, forcément, vous n'avez aucune chance. Donc, je me suis dit, écoute Zaya, voilà, tu as déjà un parcours qui est assez différent par rapport au profil des autres chefs d'orchestre. Donc je me suis nourrie aussi de ma réflexion personnelle, de mon parcours personnel, de ce que j'avais envie de devenir comme chef d'orchestre au XXIe siècle pour me dire qu'est-ce que je vais faire de cet orchestre. Et un de mes premiers choix, ça a été d'implanter la résidence de l'Orchestre Divertimento à Stein, en Seine-Saint-Denis, dans un territoire qui n'est pas du tout attendu pour peut-être l'excellence artistique, pour une certaine culture. Il y a les cultures urbaines qui sont beaucoup développées, mais ça a été pour moi un choix. Et puis, donc, en tout cas, dans les 10 premières années de cet orchestre, on a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, pour permettre d'amener la culture dans ces territoires. Alors évidemment, c'est bien beau de dire, tiens, on va jouer des belles symphonies au théâtre Paul-Éluard de la ville de Stein. Après, autant faut-il qu'il y ait des publics qui soient là, et puis des publics qui soient à l'image de la population de la ville.
avec de la diversité sociale, de la diversité culturelle. Et je me suis rendu compte que même si on était d'excellents artistes, à un moment donné, nos compétences s'arrêtaient à un certain endroit et qu'il fallait s'associer à d'autres compétences et donc de travailler avec des enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des personnes dans les médiathèques, dans les structures sociales. Et c'est comme ça que petit à petit, on a mis en place des projets, des dispositifs où on allait rencontrer les publics, on allait leur faire découvrir notre univers pour les faire venir au concert. Et petit à petit, on a eu des salles de concert qui se sont remplies avec des publics très divers. Et pourtant, dans un moment où on se posait beaucoup la question en disant oui, la musique classique, le public est vieillissant, moi j'ai la chance de dire que moi je ne vois pas le public vieillir dans mes salles de concert. Encore hier soir, je donnais un concert à Stein où il y avait 600 personnes avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes où il y avait certains qui étaient des primo-arrivants, qui venaient d'arriver en France depuis même pas une semaine, d'autres qui sont là depuis plusieurs générations. Donc voilà, avec une diversité qui est très belle. Et donc ce que je souhaitais, c'est que ça soit une culture commune qui nous permette de fédérer ces diversités qui ont parfois du mal à se retrouver dans d'autres contextes et dans d'autres situations de notre société. Alors, il a fallu travailler sur beaucoup de sujets parce que forcément, parfois, dans ces territoires-là, il n'y aurait plus de transport public à 19h, à 20h, il y a des problèmes d'insécurité, d'éclairage urbain. Donc voilà, c'est un problème qu'on a essayé d'aborder d'une façon assez globale. Et puis, pour peut-être être aussi un peu plus synthétique, ce premier choix, c'était en effet d'installer l'orchestre dans différents territoires, mais sans oublier que c'est important aussi de défendre un point de vue artistique également sur toutes les scènes, et que pour moi, mon engagement, c'est à la fois de jouer à Stein, mais aussi de défendre mes idées artistiques à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra de Paris ou dans d'autres grandes salles. Alors, ce qui n'est pas forcément évident, parce que dans un milieu culturel où pendant longtemps on a un peu dissocié les univers, on est soit musicien classique, soit musicien de jazz ou d'autres styles de musique, on est soit artiste, soit enseignant, soit on joue dans les grandes salles, soit on joue dans les petites salles, même si moi je ne vois pas du tout les choses de cette façon-là. Moi au contraire, j'ai essayé de faire en sorte que les musiciens de l'Orchestre Divertimento soient polyvalents et soient d'excellents artistes, mais aussi d'excellents pédagogues. Et petit à petit, ce qui il y a quelque temps paraissait très dévalorisant, et maintenant j'en ai fait au contraire une force de l'orchestre. Alors c'était pas évident parce que pendant longtemps c'était pas forcément bien vu dans le milieu de l'orchestre, dans le milieu culturel. Moi j'ai tenu bon par rapport à mes idées artistiques justement aussi que je voulais défendre. Évidemment que je joue très bien les symphonies de Brahms et de Beethoven. Après je voyais peut-être moins d'intérêt d'aller les présenter dans les grandes salles de concert, puisque la Philharmonie de Berlin le fait très bien quand ils viennent à Paris. Donc, je m'étais dit que c'était peut-être intéressant de proposer aussi d'autres idées artistiques. Et dans ces idées artistiques, je me suis rendu compte petit à petit que, et ça c'est mon voyage en Algérie aussi qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça, que la musique symphonique, en fait, elle s'était beaucoup appuyée sur le patrimoine européen, et que c'était une belle richesse et aussi une fierté, mais que c'était aussi un répertoire qui s'est inspiré de beaucoup de cultures du monde entier. Et dans notre société en France, où on a aussi des gens qui sont originaires des cultures européennes, mais aussi d'autres cultures, c'était peut-être bien de montrer qu'au contraire, même ce qui constitue notre culture française, notre culture européenne, c'était aussi un lieu de rencontre entre différentes cultures. Donc ça a été aussi un choix très fort, ce qui nous a amené à jouer les plus grandes œuvres symphoniques, mais aussi d'aller vers les musiques traditionnelles et populaires de la Méditerranée, d'aller vers le jazz, de jouer d'autres styles de musique, et donc de montrer comment la musique classique s'est inspirée d'autres styles musicaux ou parfois d'autres disciplines artistiques, et donc de montrer des formats de concerts différents. Et je pense que là en ce moment, on parle beaucoup dans le milieu économique de la transformation. Notre milieu artistique, il a besoin aussi de se transformer. Alors il y a beaucoup de réflexions de savoir comment. Moi en tout cas ça fait un petit moment que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, en justement proposant des parcours musicaux au sein des programmes différents, en associant aussi de la danse, du théâtre au sein des concerts, avec toujours un argument musicologique, intellectuel très, très précis pour être crédible et légitime dans mon travail, mais en tout cas d'apporter un format différent. Et peut-être l'autre aspect aussi de donner cette identité à l'Orchestre Divertimento, c'était justement de lui donner un sens dans cet aspect de la transmission pédagogique, parce que c'est bien de faire partager ça, mais on voulait justement permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent découvrir l'univers de l'orchestre. Il y a beaucoup de politiques publiques qui malheureusement ont été souvent structurées en disant tiens, la musique dans les territoires urbains, on va plutôt faire découvrir les cultures urbaines, le hip-hop,
le slam, le rap, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont aussi envie de découvrir la musique classique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants que l'on rencontre qui sont ravis de pouvoir entendre un orchestre symphonique, de pouvoir vivre ces belles émotions, cette énergie qu'on est capable de renvoyer. Et donc, j'étais ravie de pouvoir leur faire découvrir la musique, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait passer le cap et que peut-être eux-mêmes soient acteurs de la musique, soient acteurs de l'orchestre. Et donc, c'est là qu'on a créé l'Académie Divertimento il y a 10 ans maintenant. Et c'est une académie qui permet aux jeunes de pouvoir soit apprendre la musique, soit se perfectionner grâce à la pratique d'orchestre et d'utiliser justement la force de l'orchestre symphonique avec tout ce que ça demande comme implication individuelle, comme un projet collectif qu'on va porter ensemble, une certaine exigence et des savoir-être surtout. Tous les savoir-être qui sont nécessaires pour un jeune pour évoluer dans la société, pour évoluer en entreprise. Et ben, c'est exactement la même chose qu'on demande dans un orchestre. Et souvent, les jeunes qui sont sur ces territoires urbains, on leur reproche de ne pas forcément avoir les codes, de ne pas forcément avoir les savoir-être pour entrer en entreprise. Et je me suis dit, plutôt que d'aborder ça peut-être trop tardivement dans leur parcours, c'était peut-être bien d'installer ça un peu plus tôt dans leur parcours personnel, quand ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et donc d'utiliser l'orchestre symphonique comme vraiment aussi un moyen de pouvoir leur transmettre des valeurs éducatives importantes. Et donc voilà, donc ça a été un peu le fruit de mon engagement. Alors pour pouvoir porter un projet qui est aussi atypique, évidemment, dans le milieu symphonique, c'est-à-dire de jouer des styles de musique différents, d'aller à la rencontre des publics, il fallait aussi que j'ai des musiciens qui soient capables de porter ce projet-là. Et dans la façon de les recruter, pour moi, ça a été aussi très différent. Et je ne me suis pas forcément appuyée uniquement sur les qualités techniques des musiciens qu'on va écouter derrière un paravent et on va prendre le meilleur musicien, mais plutôt d'avoir des musiciens qui soient aussi dans cette notion d'engagement et qui vont être jouer avec la même intensité à Stein ou à l'Opéra de Paris. Et qui vont aussi être capables de se remettre en question si on va apprendre à jouer d'une nouvelle façon parce qu'on va aborder des musiques arabes ou qu'on va aborder de la musique de jazz. Il y en a certains qui sont spécialisés dans le jazz, d'autres qui sont spécialisés dans d'autres types de musique, d'autres qui sont spécialisés dans la pédagogie, ce qui fait qu'on a des compétences très, très larges et qui nous permettent de la première date à la dernière date d'une saison de porter de façon autonome l'ensemble de notre projet et de s'appuyer justement sur l'engagement humain et aussi sur la polyvalence des musiciens, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très courant dans le milieu de la musique. Voilà, donc en quelques mots, comment j'avais envie de vous faire partager tout ça. Et peut-être que maintenant, parfois, souvent on me pose la question en me disant oui, le fait d'être une femme, vous avez rencontré beaucoup de difficultés, ça a été handicapant. Handicapant, je ne sais pas, je ne pense pas du tout, enfin c'est pas comme ça que je le vis, bien au contraire. Mes jeunes collègues hommes avec qui j'ai étudié, certains, quand on est sorti de la classe, ils ont eu l'occasion d'avoir tout de suite des propositions et donc ils se sont concentrés plutôt sur leur trajectoire personnelle. Et c'est pas du tout un reproche, j'aurais certainement fait la même chose si on m'avait donné les mêmes opportunités. Du coup, je me suis retrouvée moi face à mon destin, c'est-à-dire que si je me prenais pas moi-même en main, j'aurais pas eu l'opportunité de diriger, donc je me suis créé moi-même ces opportunités en créant l'Orchestre Divertimento. J'ai bien fait parce que il y a 20 ans, il n'y avait pas de femmes qui dirigeaient les orchestres nationaux. Aujourd'hui, 20 ans après, il n'y en a toujours pas qui dirigent les orchestres nationaux en France, et en 20 ans, il n'y en a eu aucune. Donc du coup, heureusement que je n'ai pas attendu, parce que voilà, ça m'a permis en tout cas de pouvoir créer mon propre projet. Les quelques femmes que nous sommes, on a toutes dû créer nos propres orchestres symphoniques pour pouvoir avoir un projet sur lequel on puisse aussi donner notre avis, donner une stratégie, une orientation. Et donc ça, c'était quelque chose d'important. Et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça m'a amené à chaque fois à être en effet beaucoup plus combative et surtout beaucoup plus créative, plus innovante. Et c'est ce qui m'a amené maintenant à avoir aussi un projet d'un orchestre symphonique qui a 20 ans et malgré tout a une place dans le paysage musical national et international. Donc voilà, ça a été malgré tout un chemin certes compliqué, mais que j'étais très heureuse d'avoir pu porter. Merci beaucoup, magnifique. Il y a certainement beaucoup de questions dans la salle. Je vais déjà vous en poser une première. Quel morceau, classique ou moderne, symboliserait pour vous le mieux l'engagement ? C'est une question de curiosité. Alors en fait, pour moi, je serais tentée de dire toutes les musiques, en fait. Alors bon, c'est pas une vraie réponse ce que je vous fais, mais
Le chef d'orchestre, en fait, c'est beaucoup il se doit de pouvoir en donner l'envie à ses musiciens de jouer. Et donc, c'est vraiment un rapport d'énergie qui est assez constant. C'est-à-dire que si on veut que l'orchestre joue et donne de l'énergie, c'est au chef d'orchestre d'impulser justement cette envie de se dépasser, cette envie de jouer. Et c'est vrai que j'ai pu constater que quand le chef d'orchestre, si je ne suis pas là, ça se fait pas. Alors, moi, mon répertoire de prédilection, c'est plutôt le XXe siècle. Et je dirais que toutes les musiques nécessitent de l'engagement. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de priorisation et que cette expérience que j'ai pu avoir en Algérie, où j'ai pu à la fois diriger des grandes œuvres européennes, et puis c'est les premières fois où j'ai pu avoir cette expérience-là, par exemple, de diriger des musiques classiques arabes. Et un jour, on m'avait proposé de diriger une de ces musiques à la fin d'un concert. Alors je trouvais ça un peu étrange après une symphonie de Beethoven de jouer une œuvre avec de la derbouka, mais en même temps, quelque part, ça m'a amené à beaucoup avoir une réflexion très intéressante justement sur les origines de la musique, tout ce qui a permis les rencontres de différents styles musicaux, et surtout d'avoir un vrai recul en me disant, tiens, il y a des musiques classiques partout dans le monde, il y a des musiques qui sont très intéressantes, et donc justement de pouvoir les défendre toutes avec autant de conviction, avec autant d'engagement. Donc voilà, moi, je n'aurais pas de réponse particulière à vous donner, même si après, mon répertoire de prédilection, c'est quand même le répertoire du XXe siècle, et donc un répertoire qui est très beau parce que justement, ça nécessite des orchestres symphoniques très grands, donc forcément, plus ils sont nombreux, et plus cette énergie, plus cet engagement, il faut le donner pour arriver à faire sonner cette grosse entité. Merci. J'aurais pas de nom alors. Non. Bon. Y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour. Moi, je me pose la question, en entreprise, on parle de performance et donc de collaborateurs, enfin d'individus qu'il faut amener vers le collectif et le collaboratif. Et du coup, je me suis toujours demandé comment ça se passe dans un orchestre, comment est-ce qu'on fait pour que chaque soliste, chaque individu fasse un son en commun qui soit joli et pas et harmonieux. Comment est-ce qu'on emmène en fait chaque individu vers cet engagement collectif pour une belle performance? Oui, c'est une vraie question et en effet, c'est un peu tout l'enjeu pour le chef d'orchestre. Alors c'est vrai que souvent on dit qu'un musicien, il est au maximum de sa préparation le jour du premier concert. Le chef d'orchestre, il doit être au maximum de sa préparation le jour de la première répétition, parce que c'est pendant ces moments de répétition où c'est assez stratégique, où on a un temps donné pour justement faire en sorte que tous les morceaux du puzzle s'assemblent et que surtout on emmène tout le monde dans la même direction. Chaque musicien peut avoir une vision très différente de sa conception de l'œuvre. Il y a un chef d'orchestre qui est là pour la donner. Et donc, c'est un savant mélange. Et c'est en ce sens où c'est quelque chose qui se rapproche aussi du management de façon assez globale qu'on peut retrouver en entreprise ou, par exemple, à la tête d'équipes sportives ou autres. C'est de cette capacité à pouvoir fédérer. Alors, il y a des moments où on doit être vraiment dans l'exigence. On peut passer du temps à travailler note par note et puis d'autres moments, on a besoin d'avoir vraiment une vision beaucoup plus globale et puis de pouvoir tester l'endurance des musiciens. Donc il y a cette capacité, pendant le temps qui est imparti aux répétitions, de pouvoir passer de cette phase-là à une autre. Ça, c'est pas simple, avec l'expérience, on l'acquiert. D'autant que dans un orchestre symphonique, vous avez certains répertoires, vous aurez des violonistes, par exemple, qui vont jouer de la première mesure à la dernière mesure tout le temps, et puis des trombonistes qui vont jouer que de temps en temps, le percussionniste qui va jouer que de temps en temps. Et c'est pas forcément évident de leur demander à tous la même implication, la même attention, le même intérêt pour l'œuvre quand certains sont sollicités tout le temps et d'autres pas. Donc ça, c'est tout ça l'intérêt. Donc c'est aussi dans la façon de faire répéter, où si sur 3 heures de répétition, il y a 2h45 où vous ne faites pas jouer vos trombonistes, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner si il y a des problèmes un petit peu de discipline aussi dans l'orchestre, parce qu'on entend parler au fond de l'orchestre. Donc il y a cette façon de pouvoir encadrer les musiciens pendant les répétitions. Et puis après, par rapport au projet général de l'orchestre, moi j'essaye de faire en sorte que, comme on est amené à balayer aussi des répertoires assez larges, et du coup de faire en sorte que sur certains programmes, on va avoir un objectif qui va être peut-être de plus consolider la complicité dans les cordes, dans les bois. D'autres, ça va être plutôt les cuivres qui vont être mis en place. Et donc du coup, sur l'ensemble d'une saison,
Et par rapport aussi, pour continuer ce propos, le fait de m'appuyer aussi sur d'autres capacités, d'autres ressources que les musiciens sont capables d'apporter. Donc en fait, sur l'ensemble de la saison, entre les concerts, entre les projets pédagogiques de notre académie, entre les actions de découverte, chacun des musiciens va être sollicité de façon différente. Et donc moi, c'est ma façon aussi sur un projet global de les associer et de faire en sorte qu'ils portent un intérêt toujours aussi fort à cet orchestre et qu'ils soient tous engagés, en tout cas aussi fort. Alors c'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments où c'est pas simple, il faut arriver à ressouder un petit peu le groupe, mais en tout cas moi j'essaye au travers de l'activité, du choix du répertoire, de le faire. Et puis parfois aussi, c'est pas forcément toujours nécessaire de travailler avec l'ensemble de l'orchestre symphonique en entier, et parfois de réserver des temps de travail, voire des temps de concert, uniquement avec un petit groupe, que les cordes, que les bois, que les cuivres, que les percussions, ou certains d'entre eux, pour justement alimenter une certaine complicité entre eux. Et c'est ce qui permet aussi, quand on se retrouve en grand orchestre, de pouvoir avoir après un tout qui fonctionne de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus performante. Et puis aussi d'avoir des instances au sein de l'orchestre. Alors, l'orchestre symphonique, il y a un chef, et après, il y a tout le monde qui écoute. Ce n'est pas du tout un lieu de démocratie participative. Donc, ce n'est pas simple à un moment donné, de donner aussi envie de dire aux gens impliquez-vous, alors que de toute façon, leur avis n'a pas d'importance. Enfin, la vie artistique, le jour de la répétition, voilà, il y a un seul chef et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sinon, c'est pas jouable. Alors du coup, moi, j'ai essayé de faire un petit peu différemment et d'avoir aussi des instances au sein de l'orchestre. On a un collectif de musiciens, on a un comité artistique, on a un comité pédagogique où ils sont amenés à pouvoir faire remonter également leur avis, leur expérience, des suggestions. Alors après, c'est toujours à moi à la fin qui décide quand il y a un arbitrage à faire, bien évidemment, mais c'est aussi dans ces moments-là où ça leur permet de s'impliquer aussi dans le projet de l'orchestre. Et donc voilà, c'est ma façon à moi de pouvoir arriver à les impliquer dans le choix des répertoires tout au long de l'année et dans les différentes instances qui sont mises à disposition pour qu'ils puissent s'impliquer dans le projet un peu plus global et dans sa stratégie également. Merci. Une autre question? Bonsoir et merci pour le partage de votre parcours. Moi, je suis intéressé par le thème qu'on aborde ce soir, qui est vaincre l'impossible. Je suis curieux de savoir en fait qu'est-ce qui, au cours de votre parcours, en fait, le driver interne en fait qui vous les anime et qui continue de vous animer en fait. J'imagine à travers tous les obstacles et les difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer dans votre parcours et qui vous permet aujourd'hui encore de continuer à persévérer en fait sur les différents projets que vous entreprenez. Écoutez, oui, c'est une vraie question. En fait, bon, déjà, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc c'est vrai que j'ai aussi un souvenir dans mon parcours de beaucoup de moments où on ne m'attendait pas forcément dans une certaine place. Et donc c'est vrai que mon père est venu s'installer d'Algérie dans les années, juste après l'indépendance, dans les années 60. Il n'a pas été à l'école. Donc bon, il y avait un côté aussi très combatif de vouloir nous permettre de nous instruire, qu'on ait une meilleure vie. Donc c'est vrai que ce côté très combatif, bon, il est un peu présent dans le cadre de la famille. Et après, plus tard, pour moi, ça a été vraiment de me poser une vraie question, de me dire comment j'ai envie d'être chef d'orchestre. Et donc, à partir du moment où je me suis fixé un cap et des objectifs que j'avais envie d'atteindre et une philosophie surtout que j'avais envie de donner à ma carrière, après, les questions, elles se sont moins posées, en fait. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, tiens, je vais être invitée à diriger plein d'orchestres en tant que chef d'orchestre invité. Ça peut se faire, financièrement parlant, c'est pas inintéressant. Mais moi, je me suis dit, j'ai pas envie à chaque fois de dépendre que d'autres personnes me disent, tenez, Madame Ziwani, venez quelques jours diriger telle œuvre et à un autre endroit quelques jours diriger telle autre œuvre. C'est intéressant, mais après, tous les projets dont je vous parle, j'aurais jamais pu les mettre en œuvre parce que il faut très concrètement être directeur musical d'un orchestre, directrice musicale d'un orchestre pour pouvoir après décliner des idées, des orientations et pour pouvoir les réaliser. Et donc à partir du moment où moi j'ai vraiment compris que mon travail de chef d'orchestre, je voulais à la fois lui donner un sens artistique
autour des idées que je voulais développer sur le lien entre les cultures, le lien entre les arts et la transmission pédagogique. Pour moi, déjà, ça m'a permis vraiment d'être très, très au clair sur la façon dont je voulais l'être, et je voulais être chef d'orchestre, pardon. Et donc, quand j'étais face à des difficultés, de me dire, bon, voilà, ça en vaut la peine. Et voilà, alors après, c'est vrai que c'est pas simple, parce que quand on passe mon temps, et encore maintenant, à me dire, Madame Ziwani, désolée, on n'a pas de fonds, on n'a pas d'argent pour vous, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc après, à chaque fois, c'est de trouver d'autres idées. Et par exemple, même d'un point de vue financier, puisque c'est votre univers, l'économie d'un projet d'orchestre, habituellement, c'est vrai que c'est un univers qui est très subventionné par les fonds publics, donc avec certains orchestres qui vont avoir peut-être 80-90% de fonds publics, et le reste qui va être généré par les recettes de leurs concerts, un petit peu de mécénat peut-être. Bon, moi, à partir du moment où j'ai créé l'Orchestre Divertimento, on m'a dit, Zaya, il n'y a pas d'argent pour vous. Donc voilà, s'il n'y a pas d'argent, on va essayer de le trouver et puis de construire un projet différemment. Et donc déjà même dans la façon de structurer les concerts et les répétitions, certains orchestres nationaux vont avoir plusieurs répétitions pour faire un concert. Moi, je ne peux pas me permettre d'être dans ce modèle-là, donc de travailler pour mutualiser les coûts des répétitions sur plusieurs concerts. Ensuite, donc voilà, donc du coup maintenant de la partie des recettes, plutôt que d'être uniquement 10 ou 15 ou 20% du budget de l'orchestre, pour moi, c'est du côté de l'Orchestre Divertimento, c'est c'est autour de 30-35% du budget global. Et après, de travailler aussi sur des partenariats, au lieu de dépendre que d'un seul financeur, et notamment de l'État, où c'est souvent assez aléatoire, de travailler avec beaucoup de collectivités locales. Alors bon, cette économie, elle était valable jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, vu toutes les réformes qu'il y a des dépenses publiques, les collectivités, elles sont assez malmenées en ce moment. Donc, du coup, ça fragilise un petit peu cette économie de projet, mais malgré tout, ça reste encore réalisable à l'heure actuelle, puisque avec l'Orchestre Divertimento, on est présent dans de nombreux territoires en France, et donc l'ensemble de ces territoires sont partenaires à la hauteur d'un certain pourcentage de notre activité. Donc il y a un tiers de nos recettes, un tiers des financements publics et un autre tiers autour du mécénat. Et ce mécénat, c'est une démarche que nous, on a entrepris depuis 20 ans maintenant. Donc au tout début, on était presque parfois un peu les seuls à être sur ces sujets-là, alors que maintenant, c'est tous les grands opéras, les grands orchestres s'emparent de ce travail autour du mécénat pour pouvoir apporter de nouveaux financements. Donc nous, à défaut d'avoir de grosses équipes, c'est vrai que notre histoire, l'expérience qu'on a pu avoir ces 20 dernières années nous a permis déjà d'avoir un certain réseau, d'être installé. Ça reste une économie de projet qui est assez, malgré tout, fragile, parce que dès qu'on trouve un partenaire, il faut trouver celui qui va le remplacer derrière, et qu'il y a encore beaucoup d'aléatoires. Mais en tout cas, ça a été une alternative possible, puisque les 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'orchestres qui se sont arrêtés ou qui ont eu leur activité énormément diminuée, alors que nous, au contraire, on a continué à exister. On a eu notre activité qui s'est au contraire beaucoup développée. Et le fait d'avoir une offre différente, et du coup, d'avoir aussi des demandes régulières. Alors après, moi, ma force, c'est de continuer à prendre évidemment du plaisir sur scène, et puis du plaisir dans les échanges que je peux avoir après avec les jeunes musiciens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors même si parfois j'aimerais bien pouvoir avoir plus de temps à dédier sur la dimension artistique et pédagogique, ça reste quelque chose de très fort. Et la musique, l'enseignement, c'est tellement des moments magiques que ça reste quelque chose pour moi, en tout cas une source de motivation qui m'anime. Et puis j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Voilà. On a encore le temps pour une question ? Bonjour, moi j'ai une question qui est assez proche de ce qu'on vit nous aujourd'hui. Nous, directeurs financiers ou même directeurs en entreprise, on nous assimile souvent à des chefs d'orchestre, et souvent on nous assimile à des chefs d'orchestre par des gens qui ne sont pas chefs d'orchestre et qui ne connaissent pas la musique. Et donc on fait référence à ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous êtes des managers au sens donc chef d'orchestre du terme. Aujourd'hui, je sens qu'on est un petit peu challengé sur cette idée de management et qu'on nous tire, alors que je pense qu'on l'est tous en réalité, mais d'une façon un peu philosophique, on nous tire vers l'idée de leader. Et d'ailleurs, on l'a entendu hier matin dans une des tables rondes ici, de mettre en opposition le chef d'orchestre d'orchestre philharmonique et le jazz.
Et je suis très contente parce que vous faites les deux. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur est-ce que c'est effectivement différent d'être chef d'orchestre d'un orchestre philharmonique classique ou de diriger une équipe sur des musiques de jazz. Et si c'est le cas, donnez-nous la différence, ça nous aidera. Alors oui, c'est une très bonne question. Alors je vais essayer d'être la plus synthétique possible et puis surtout, j'espère bien répondre à votre question. Mais en fait, c'est un vrai sujet. À la base, si la musique de jazz, elle a été écrite par exemple pour des petits groupes de musiciens, piano, basse, batterie, quelques solistes, voire des big bands de jazz, dans le meilleur des cas en termes de nombre d'instruments, c'est parce que c'est une musique qui demande en effet beaucoup d'agilité, de souplesse, qui demande d'avoir aussi une vraie connaissance de ce répertoire-là. C'est une capacité à improviser. Et puis l'orchestre symphonique, c'est un orchestre voilà, avec, qui peut aller jusqu'à la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, il y avait une centaine de musiciens, voire même au-delà, et avec ce côté très... je serais tentée de dire, c'est comme si on voulait faire l'analogie entre les grands groupes du CAC 40 qui pendant longtemps ont été aussi des références par leur solidité, et maintenant les startups qui ont une certaine agilité. Et parfois, voilà, les grands groupes c'est une chose, les startups c'est autre chose. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes univers. Tout le monde a ses qualités, ses fragilités. En fait, par rapport à ça, quand moi j'ai souhaité faire de la musique de jazz, je trouvais que dans le répertoire symphonique, il y a beaucoup de compositeurs, et particulièrement des compositeurs américains qui se sont inspirés de la musique de jazz. Donc naturellement, je me suis dit, c'est un chemin naturel. Jouons les œuvres de George Gershwin, de Leonard Bernstein, et jouons ensuite les musiques de jazz qui les ont inspirées et qui ont ensuite permis de faire naître les œuvres emblématiques que l'on connaît. Sauf que, c'est bien beau de se dire ça, sauf que la musique de jazz, à un moment donné, si elle a été écrite pour des petites formations, c'est peut-être pas pour rien. Et donc, en fait, pour moi, ça a été un vrai sujet. Et donc, du coup, ça a été dans le recrutement de mes musiciens, de m'appuyer sur des musiciens et de recruter des musiciens qui avaient des compétences dans le jazz et de se dire, bah oui, un bon musicien classique, il peut être aussi un bon musicien de jazz, et il y en a. Simplement, c'est un peu notre milieu qui avait tendance à cloisonner les choses et avoir un peu des visions par silo. Et puis après, c'était de se dire, mais un orchestre symphonique, c'est pas juste 3-4 individualités qui vont avoir les compétences dans le jazz, mais c'est tout l'orchestre qui doit sonner de façon souple. Et donc, en fait, il a fallu faire des vrais moments de travail, de création autour de la musique de jazz. Et donc, du coup, ça veut dire de changer complètement les pratiques des musiciens et donc d'accompagner les musiciens dans leur nouvelle pratique professionnelle d'orchestre, et de les amener à travailler sur la musique de jazz, à complètement, dans le jazz, souvent dans le phrasé swing, il y a des choses qu'on a l'habitude de jouer en binaire dans le classique, qu'on va jouer en ternaire, des temps de réactivité qui doivent être beaucoup plus précis, ou en tout cas différents, et donc ça veut dire vraiment des repères très différents. Donc après, moi je me suis donné les moyens de dédier du temps, de dédier des fonds aussi, à des moments de création, des moments de ces projets-là, où pendant 3 semaines, 1 mois, une année, 3 semaines, 1 mois, l'année d'après, et sur des temps réguliers de concerts, de travail, on va être amené à investir ce nouveau courant de jazz pour que cette agilité qu'on retrouve dans les petits groupes, on la retrouve maintenant dans un orchestre symphonique. Alors, en ce moment-là, on vient de faire la création d'un beau projet autour des œuvres de Leonard Bernstein et de sa rencontre avec le jazz. Tout le monde me dit « Ah, mais c'est fantastique, Divertimento, vous jouez super bien le jazz. » J'ai même des demandes à l'étranger d'orchestres qui me disent « Mais on veut faire le même programme avec nous. » Et je leur dis « Mais ça ne serait pas possible parce que c'est des mois et des années d'accompagnement aussi des musiciens dans des nouvelles perspectives de jeu d'orchestre. » On l'a fait beaucoup dans les musiques de jazz, on l'a fait aussi sur les musiques traditionnelles de la Méditerranée et particulièrement sur les musiques d'Afrique du Nord et du flamenco, où par exemple, même si on utilise le violon, on ne va pas du tout utiliser l'archet de la même façon quand on va jouer une musique de Rossini ou quand on va jouer une musique classique arabe par exemple. Donc en fait, je serais tentée de dire qu'on peut toujours aller vers des nouvelles visions des choses, mais ça s'accompagne vraiment d'un accompagnement très engagé auprès des musiciens et de faire changer complètement leur pratique. Alors ça prend du temps, nous c'est quelque chose qu'on a réalisé sur plusieurs années et moi je serais tentée de dire que
tout est possible, mais maintenant il faut aussi, enfin c'est beaucoup lié aussi à la façon dont on est capable d'inspirer une certaine confiance auprès des gens qui travaillent avec nous, et donc du coup de leur faire amener à changer leur pratique professionnelle. Donc c'est beaucoup en lien à la fois aux aspects certes de finance, mais de ressources humaines aussi, et d'une vision beaucoup plus globale en fait dans le projet de l'orchestre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai géré sur cette rencontre avec les autres œuvres musicales, les autres styles de musique, qui était l'enjeu premier en tout cas du projet artistique que je souhaitais porter. Madame, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci.